Monsieur le président de la commission finances, monsieur le rapporteur général, madame la rapporteure générale s'excuse, elle est à Centre Expo. Mes chers collègues, l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques prévoit que les membres du Haut Conseil nommés par le président d'une assemblée sont préalablement entendus par les commissions parlementaires permanentes chargées des finances et des affaires sociales de cette assemblée. Cette audition a un caractère à la fois public et conjoint, ce qui explique que nos deux commissions soient réunies ce matin dans cette salle de la commission des affaires sociales, où je souhaite bien sûr la bienvenue au président et à nos collègues de la commission des finances. Le mandat de Madame Frédérique Beck, nommée en décembre 2019 par le président Richard Ferrand, ayant expiré en mars dernier, Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a fait savoir qu'elle envisageait de vous nommer, Monsieur Martin, pour siéger au Haut Conseil, et il nous revient donc de vous entendre. Je pense que vous souhaiterez d'abord vous présenter brièvement à nos commissaires, avant de nous indiquer comment vous entendez exercer vos futures fonctions au sein du Haut Conseil. Viendront ensuite les questions du président et du rapporteur général de la commission finances, puis celles des orateurs des groupes, dont je rappelle c'est 2 minutes chacun, et enfin celles des autres députés pour 1 minute. Pour ma part, je souhaiterais que dans votre propos liminaire ou dans les réponses aux questions posées, vous puissiez nous dire quelle est votre appréciation sur l'autonomie des finances sociales, aussi bien du point de vue des recettes que des dépenses, autonomie que traduit l'adoption chaque année d'une loi spécifique de financement de la sécurité sociale. Avant donc de vous entendre, je vais passer la parole au président de la commission finances. Chers collègues. Merci Madame la Présidente, merci de votre accueil dans une salle qui ne change pas beaucoup les commissaires de la commission finances, qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre. Après votre propos introductif, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon pour dire que le rôle du Haut Conseil des finances publiques est précieux pour le Parlement, qu'il est clair par les avis qu'il est chargé d'émettre. Le mandat de Madame Frédérique Beck, qui avait été nommée par Monsieur Richard Ferrand, était arrivé à son terme au mois de mars, et je dois dire qu'il est quand même un peu étonnant que le choix de son successeur ait tardé, alors qu'il s'agissait d'une échéance qui était connue à l'avance et prévisible. Il sera plus satisfaisant que le HCFP puisse rapidement siéger en effectif complet, ce qui contribuera à sa légitimité et à sa crédibilité. Nous allons pouvoir écouter M. Philippe Martin, avec qui j'ai eu la chance de débattre il y a quelques jours au commissariat, au Conseil, et qui va pouvoir du coup se présenter et nous dire comment il envisage cette nouvelle fonction qui devait lui être confiée au-delà des questions que vous lui avez posées. M. Philippe Martin, c'est à vous. Attendez, je vous donne le micro. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames les députés, merci de cette audition. Je suis particulièrement honoré de me présenter avec cette proposition au HCFP parce que je considère que c'est une institution, et Monsieur le Président, vous l'avez dit, en effet extrêmement importante. Il se trouve que j'ai travaillé sur ce sujet et fait des travaux de recherche au Conseil d'analyse économique sur les règles budgétaires et le rôle, en particulier dans le domaine européen, de ces institutions budgétaires indépendantes. Je me présente brièvement, je suis professeur d'université, je suis professeur à Sciences Po, je suis le doyen de l'école d'affaires publiques. J'étais auparavant professeur à l'université Paris-Sorbonne et l'école d'économie de Paris. J'ai été aussi économiste à la Federal Reserve aux États-Unis pendant 1 an. Et j'ai enseigné aussi à l'université de Genève. Donc voilà, je suis un chercheur d'abord et un enseignant. C'est à peu près l'ensemble de ma carrière a été constitué par de la recherche et de l'enseignement dans les domaines de la macroéconomie, en particulier la macroéconomie internationale, le commerce international, et ce qui est peut-être plus intéressant aussi pour le HCFP sur les questions de dette publique et en particulier de crise de la dette, en particulier la crise de la zone euro. Peut-être on reviendra sur ces sujets de soutenabilité de la dette publique, puisque c'est un des sujets potentiels pour le HCFP.
J'ai été aussi président du Conseil d'analyse économique, président délégué, puisque c'est le Premier ministre qui préside le Conseil d'analyse économique. Comme vous le savez, le Conseil d'analyse économique est un conseil constitué environ de 15 membres universitaires, indépendants. Et je pense que c'est aussi important. J'ai une pratique de l'indépendance des conseils. Je crois que quand on est universitaire, on a cette indépendance intellectuelle chevillée au corps, si j'ose dire. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, je crois, est protégé dans la Constitution même. Donc voilà, je suis un intellectuel et un professeur. Et donc, pour moi, l'indépendance est extrêmement importante. Au Conseil d'analyse économique, j'ai d'ailleurs coécrit une note avec Jean Pisani-Ferry et Xavier Rago, le président de l'OFCE, sur les règles budgétaires, où nous faisions des propositions de réforme des règles budgétaires européennes, qui sont particulièrement importantes pour le Haut Conseil aux finances publiques, puisque un des objectifs du HCFP, c'est justement de voir dans quelle mesure la France est cohérente avec les règles européennes. Nous faisions un certain nombre de propositions. Comme vous le savez, la Commission européenne est en train d'analyser ce sujet, a fait des propositions sur les règles budgétaires qui ne sont pas aussi, disons, ambitieuses que ce que nous faisions dans ce rapport, mais qui vont assez loin dans la réforme des règles budgétaires. Et si je comprends bien, mais le débat n'a pas complètement atterri, le Haut Conseil aux finances publiques, ou plus généralement les instances budgétaires indépendantes des différents pays européens, auront d'ailleurs un rôle certainement plus important qu'ils n'ont aujourd'hui. Et donc, ça va dans le sens de, d'ailleurs, ce qu'on préconisait dans cette note. J'ai par ailleurs participé au débat européen via le CEPR, qui est un centre de recherche et un réseau européen dont je suis vice-président, Center for Economic Policy Research, qui est un réseau de chercheurs macroéconomistes, économistes en Europe. Et donc, j'ai écrit un certain nombre de papiers pour ce réseau que j'ai présenté en Europe sur justement la question des règles budgétaires, de la politique macroéconomique et des différents sujets qui sont liés directement ou indirectement à cette question donc des finances publiques. Voilà, donc je crois que j'ai participé à un certain nombre de débats macroéconomiques, budgétaires, de finances publiques qui sont liés aux questions qui sont au cœur du travail du HCFP. Vous le rappeliez, Monsieur le Président, nous avons participé ensemble à un débat la semaine dernière sur justement l'état des finances publiques en France. Enfin, c'était plutôt sur d'ailleurs la perspective des finances publiques à l'horizon 2030. Comme vous le savez, le HCFP est en charge de regarder et d'analyser les prévisions macroéconomiques des lois de finances. Je ne suis pas conjoncturiste, au sens où, par exemple, un des membres du HCFP, c'est Jean-Luc Tavernier, qui est le directeur de l'INSEE, donc qui fait vraiment de la conjoncture. Je ne suis pas conjoncturiste comme le seraient, par exemple, des économistes de l'OFCE, mais en tant que macroéconomiste, je crois que je suis capable d'analyser des projections macroéconomiques, des prévisions macroéconomiques, qui sont évidemment importantes pour la loi de finances, les deux principales lois de finances sur la sécurité sociale et de finances publiques qui sont examinées par le HCFP. Voilà pour mon propos liminaire sur mon parcours. Merci bien. Je crois que Monsieur le Président, vous souhaitez intervenir? Non? Vous avez peut-être des questions, donc je passe directement la parole au rapporteur général. Monsieur le rapporteur général. Je vous donne le micro. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur Philippe Martin. Merci beaucoup pour cette présentation rapide. La présidente de l'Assemblée nationale donc, a fait savoir qu'elle envisageait de vous désigner membre du Haut Conseil des finances publiques. C'est un choix que je considère comme judicieux au regard de votre parcours, de votre expérience de chercheur, d'universitaire, de vos très nombreuses publications, des prix que vous avez reçus, en particulier de meilleur jeune économiste. Donc voilà, je vous donnais mon
mon sentiment général. Je voudrais vous poser quelques questions. La première concerne la réforme de la LOLF de 2021 qui étend le champ des compétences du Haut Conseil aux finances publiques. Quelle est votre analyse de ces évolutions et selon vous, comment se situe après cette évolution le HCFP au regard des institutions comparables au niveau européen? J'ai une seconde question. On voit bien que dans le débat, peut-être un peu plus philosophique, un peu plus compliqué, mais dans le débat public aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir des consensus de matière sur les sujets économiques, sur la dette, sur le déficit des retraites, sur le pouvoir d'achat, l'évolution du pouvoir d'achat. Donc voilà, comment jugez-vous aujourd'hui la compréhension par nos concitoyens de ces enjeux économiques et quel pourrait être le rôle du Haut Conseil aux finances publiques? Troisième question, vous avez conseillé et assisté la Banque centrale des États-Unis et la Banque de France en tant que membre du Haut Conseil des finances publiques devant juger les prévisions gouvernementales, macroéconomiques et de finances publiques. L'appréciation que vous aurez des effets de la politique monétaire sera évidemment cruciale. Je veux savoir quel est votre jugement aujourd'hui par rapport à la politique monétaire qui est menée. Est-ce qu'il faut desserrer? Quand est-ce qu'il faut desserrer les taux en particulier? Ou est-ce que c'est prématuré? Puis enfin, un des rôles du Haut Conseil, c'est la loi de programmation des finances publiques. Vous savez que nous n'avons pas encore voté la loi de programmation des finances publiques. Elle revient en seconde lecture, normalement, au mois de juillet. Je voudrais avoir votre avis sur l'importance de cette loi de programmation, à la fois pour le rôle du Haut Conseil et à la fois vis-à-vis de l'Europe. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le rapporteur général. La parole à présent aux orateurs de groupe avec Charles Sittenstuhl pour Renaissance. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Monsieur Philippe Martin, comme le rapporteur général, nous trouvons que votre proposition de nomination est judicieuse. Vous êtes à la fois un professeur d'économie respecté et reconnu. Vous avez une expérience internationale, ce qui est extrêmement important sur ces sujets-là. Et vous avez donc toutes les compétences requises pour exercer votre mission. J'ai plusieurs petites questions. Première, jugez-vous le niveau de la dette française actuelle comme préoccupant? Deuxième question, pensez-vous que les règles budgétaires européennes doivent évoluer? Si oui, pourquoi et dans quel sens? Troisième question, que pensez-vous des OATI, OAT indexés sur l'indice des prix qui existe depuis 25 ans en France et qui font l'objet de beaucoup de débats depuis maintenant plusieurs années. Quel est votre avis sur cet outil de financement de l'État? Enfin, dernière question, quatrième, que pensez-vous de la difficulté de la Banque centrale européenne à lutter contre l'inflation depuis 2 ans? Il y a aussi là un débat qui est en train de naître. Je me réfère notamment à l'article du Monde d'hier après-midi. Et est-ce qu'il y a des enseignements à tirer sur l'exercice de la politique monétaire en Europe depuis 2 ans? Quels sont les enseignements que vous en tirez à titre personnel? Merci. Merci bien. Monsieur Philippe Lotio, pour le Rassemblement national. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur Martin, selon la loi organique du 17 décembre 2012 qui a créé le Haut Conseil des finances publiques, ce Haut Conseil comporte parmi ses 10 membres, donc 4 désignés par les présidents en raison de leurs compétences dans les domaines dans les finances publiques et des prévisions macroéconomiques. Ces compétences, vous les avez indubitablement et il n'y a pas de question sur le sujet. Soyons clairs. En revanche, cette même loi dispose que le Haut Conseil est un organisme indépendant. Et vous avez parlé d'indépendance. Nous avons quand même quelques interrogations sur l'indépendance d'un membre qui fut quand même, à ma connaissance, conseiller économique du ministre, désormais président de la République, qui fut un des coordinateurs de son programme économique présidentiel en 2017. Vous aurez donc potentiellement à vous prononcer sur des effets de politique ou de mesures que vous aurez peut-être vous-même conçus ou suggérés, ce qui laisse quand même à s'interroger sur la notion d'indépendance du Haut Conseil des finances publiques dans ce cadre. Autre point, votre présentation, là, tout à l'heure, où vous avez avant tout évoqué l'Europe, ce qui fait craindre qu'avec votre position, le HCFP prenne encore davantage une intégration économique et budgétaire européenne accrue. Est-ce le cas? J'ai l'impression que vous êtes dans cette doctrine, dans cette école de pensée. Je voudrais avoir quelques confirmations sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Monsieur Martin, ce matin, nous nous sommes effectivement réunis pour porter un regard sur votre possible nomination au Conseil des finances publiques. Je voudrais revenir sur 2 points. Effectivement, ce qui est essentiel en la matière, ça a été dit par les collègues qui se sont exprimés jusqu'alors, il y a la nécessité évidemment d'avoir une expertise et une reconnaissance scientifique, et d'autre part, il est essentiel qu'il y ait une indépendance par rapport au pouvoir politique. Concernant l'expertise scientifique, évidemment, vous êtes connu et reconnu comme économiste, personne ne le conteste. Néanmoins, quand on regarde de manière un petit peu plus précise les publications que vous avez effectuées, vous l'avez dit vous-même, hein, vous êtes macroéconomiste spécialisé sur 2 domaines, l'économie internationale d'une part et la géographie économique d'autre part. Et quand on regarde vos publications, il y a assez peu de publications en finances publiques. Donc ça, c'est quand même une interrogation, c'est-à-dire quelle est véritablement votre expertise sur le champ du Haut Conseil. Concernant l'indépendance, évidemment, là aussi, il y a une vraie question. Vous avez vous-même insisté dans ce propos préalable en disant que vous étiez, en tant qu'universitaire, extrêmement attaché à l'indépendance, à ceci près. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, mais simplement lorsqu'on regarde votre action, vous étiez extrêmement engagé auprès d'un ministre de l'économie qui s'appelle Emmanuel Macron. Et par la suite, vous avez été fortement contributeur de la campagne présidentielle de ce même Emmanuel Macron. Et donc la question de fond, c'est comment pouvons-nous nous assurer que l'expert, effectivement, l'universitaire Philippe Martin, eh bien, ne sera pas dans une confusion des genres, puisque, comment dire, dans votre CV, vous êtes passé, je dirais, sur l'autre rive. J'en sais quelque chose, moi-même universitaire, il m'est arrivé évidemment de le faire. Mais là, nous sommes sur une expertise pour le Haut Conseil de finances publiques, et je pense que cette question de l'indépendance est essentielle, et j'ai, hélas, des doutes sur cette question. Merci. Monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous sommes attachés avec mes collègues démocrates ici au rôle que tient le Haut Conseil des finances publiques, dont l'analyse est précieuse pour nos travaux. Je salue donc l'échange que nous avons aujourd'hui qui participe du rôle des parlementaires sur l'action du gouvernement et de ses finances publiques. J'ai plusieurs questions. La loi organique qu'on a rappelée a permis d'élargir les missions du HCFP, qui est désormais compétent dans des champs étendus et sur les plus grands textes ayant une incidence sur les finances publiques. Quel est votre avis sur cette réforme? Et pensez-vous qu'il faille aller à l'avenir encore plus loin dans le mandat du HCFP? Vous nous avez parlé tout à l'heure de son rôle encore plus important après l'adoption des nouvelles règles européennes. On aimerait avoir votre avis sur ce sujet-là. Pensez-vous qu'il faille s'inspirer de l'organisation et des missions des organismes équivalents au HCFP dans les autres pays européens? Si oui, quelles seraient vos suggestions d'amélioration inspirées d'un benchmark de vos homologues européens, tout en restant bien sûr indépendant? Le rôle du HCFP est aujourd'hui un rouage essentiel dans la bonne gouvernance de nos finances publiques, en appréciant notamment le réalisme des prévisions économiques formulées par le gouvernement. Néanmoins, le travail de cet organisme indépendant mériterait d'être mieux connu auprès du grand public. En s'appuyant notamment sur votre riche expérience de professeur d'économie, quelles seraient vos idées pour faire connaître le HCFP et rendre ses travaux plus accessibles, en particulier une fois à la tête de cette institution? Enfin, que suggéreriez-vous pour adapter la gouvernance des finances sociales dans son ensemble à une stratégie de financement de long terme nécessaire pour faire face aux défis du XXIe siècle? Merci bien. La parole est à monsieur Michael Boulou pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Ok. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur Martin. Monsieur Martin, votre nomination comme membre du Haut Conseil des finances publiques nous est soumise aujourd'hui. Disons-le tout de suite, contrairement à de nombreuses personnes qu'on présente à tort comme économistes, vous avez le CV. Je préfère donc le préciser. Ce que je m'apprête à dire ne vise pas à remettre en cause votre sérieux scientifique et votre expertise. Mais nous avons un souci avec votre nomination pour plusieurs raisons. Depuis 2015, vous êtes un des économistes qui accompagnent Emmanuel Macron et ses choix politiques. Avec d'autres, M. Cahuc, M. Sett, M. Aguillon ou encore M. Pisani-Ferry, quoique pour ce dernier, ça risque de plus être très longtemps. Vous avez participé à la rédaction du volet économie de son programme électoral et vous avez été nommé président délégué du CAE.
C'est à ce titre que vous avez rédigé en 2019 une note qui a servi à la justification à la baisse puis la suppression des impôts de production. Je dis de justification parce que c'était une demande antérieure bien établie du MEDEF et de Bruno Le Maire, qui l'appelait par exemple de ses voeux un an plus tôt, en mai 2018. Notons d'ailleurs que vous n'avez pas vraiment été suivi, puisque vous proposiez de supprimer la CVAE, ça a été fait, mais vous proposiez également de supprimer la C3S, elle a été épargnée, vous proposiez de toucher à la CFE, elle a été baissée, et enfin, vous ne disiez rien sur la TFPB, et elle a été baissée. Tant pis pour le sérieux scientifique des choix du gouvernement. De la même manière, vous avez défendu corps et âme la réforme des retraites de 2020, plaidant notamment pour la nécessité d'une réforme systémique et non seulement paramétrique. Mais lorsque l'Élysée a fait savoir que la réforme des retraites de 2023 ne serait qu'une réforme paramétrique, vous avez changé de position. Et vous avez également finalement justifié du fait de faire un cadeau aux plus aisés et aux entreprises, comme notamment la suppression des impôts de production, dont j'ai déjà parlé, un cadeau à 18 milliards d'euros quand même. Bref, vous le comprenez, nous avons un souci. Le rôle des scientifiques est d'éclairer le débat public, pas de servir d'alibi pour ce qui n'est au final que des choix politiques et idéologiques. Nous voterons contre votre nomination. Merci. Je rappelle qu'il n'y a pas de vote, tout simplement, mais bon, on a bien compris le sens de vos propos, monsieur le député. Madame Lise Magnier pour le groupe Horizon et Apparentés. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président de la Commission des Finances. Monsieur Philippe Martin, merci de vos propos liminaires. Effectivement, votre CV semble correspondre parfaitement à la volonté de notre Présidente de l'Assemblée nationale de vous nommer pour siéger au Conseil des finances publiques. J'aurais 3 questions à vous poser. D'abord, votre regard sur la loi organique du 28 décembre 2021 qui est venue confier au Haut Conseil des missions supplémentaires. Quel est votre regard sur la volonté que nous avions eue dans ce cadre ? J'aimerais également connaître votre position sur la proposition de réforme du pacte de stabilité présentée par la Commission européenne le 28 avril dernier, qui fixe à 4 ans l'ajustement budgétaire de référence pour conduire à la baisse du ratio de dette, selon une logique adaptée à la situation de chaque État membre. Et enfin, Monsieur Philippe Martin, j'aimerais connaître votre regard sur la soutenabilité de la dette liée aux retraites dans notre pays. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste NUPES. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Martin, face à la situation actuelle des finances publiques, que pensez-vous d'une revue des niches fiscales et sociales qui permettrait d'évaluer leur pertinence et leur adaptation face aux enjeux actuels, notamment dans les enjeux de transition écologique et de justice sociale? Nous souhaiterions bien vous entendre sur ce sujet avant que de ne pas voter sur votre qualité de membre du Haut Conseil des finances publiques. Par ailleurs, une stratégie des finances publiques peut reposer sur 3 leviers: la dépense publique, les prélèvements obligatoires et la croissance économique. Or, la maîtrise des dépenses publiques recommandée par le rapport Arthuis et le FMI est le seul levier sur lequel on entend le gouvernement et donc, semble-t-il, vous-même. D'abord, quel regard portez-vous sur la soutenabilité de la dette publique? Et ensuite, que pensez-vous d'une stratégie d'amélioration de la contribution des plus aisés aux prélèvements obligatoires que les écologistes appellent de leur vœu depuis longtemps et que certains économistes proches du pouvoir, semble-t-il, aujourd'hui, semblent prendre conscience? Enfin, être membre du Haut Conseil des finances publiques nécessite des garanties d'indépendance. Et donc, ce sujet a été suffisamment abordé par les autres membres de cette commission pour que vous puissiez répondre à cette question. Comment nous assurer de votre indépendance? Merci bien. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Je vous donne le micro. Allez-y, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur Martin, vous avez dit au début de votre propos votre attachement à l'indépendance de l'institution. Effectivement, il est important que votre parole soit libre, dont acte, même si vos engagements sont connus. Mais au bout du compte, nous allons finalement considérer que c'est un avantage qu'elle le soit. Dans ces institutions qui sont déjà extrêmement libérales,
je vais vous poser quelques questions concernant justement la manière dont pourraient fonctionner les choses. Est-ce que vous ne pensez... Quel est l'état des lieux finalement que vous dressez la situation des comptes publics dans notre pays? Parmi les missions qui sont celles du Haut Conseil, on trouve celle de faire respecter les dispositions introduites par la loi organique de 2012 qui opère une transposition des règles du programme de stabilité. Et nombreux sont ceux et celles qui ont remis en cause ces règles budgétaires, celles de Maastricht, mais aussi du programme de stabilité. Et à l'occasion du Covid, ces règles ont été contestées. De notre côté, nous avons toujours contesté, dès lors, quel bilan faites-vous des règles du pacte de stabilité, et plus généralement des règles budgétaires, et que pensez-vous des ajustements modestes, vu ce qui était un temps envisagé, qui ont été proposés par la Commission européenne en avril. En outre, le programme de stabilité s'appuie sur le principe de programmation des finances publiques au travers de la loi de programmation pluriannuelle ou des lois de programmation sectorielles qui se multiplient d'ailleurs. Au vu du relatif échec de ces lois qui ne sont jamais respectées, ne pensez-vous pas qu'elles sont un outil inutile, trompeur, puisqu'il est impossible de connaître 3 ans avant la situation économique du pays, ou au contraire, pensez-vous que ces lois doivent être plus contraignantes pour qu'elles puissent être respectées? Que pensez-vous également de la confusion qui est de plus en plus grande entre les comptes publics et les comptes sociaux? Enfin, ne néglige-t-on pas trop souvent la marge possible sur les recettes pour faire face aux besoins, sauf pour la réforme des retraites, qu'on nous a fait passer pour un texte budgétaire et dont la principale recette a été placée parmi les dépenses? Très bien. Monsieur Charles de Courson pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Monsieur Martin, l'avis que nous devons donner est délicat. Vous avez les compétences en la matière, mais avez-vous l'indépendance nécessaire à l'exercice de cette fonction? Et donc ma première question, elle est toute simple. Quels engagements pouvez-vous prendre en la matière pour éviter les conflits d'intérêts qui ont été soulevés par beaucoup de collègues? En particulier, est-ce que vous êtes susceptible de vous engager à ne plus participer à aucun des cercles conseillants, soit le président de la République, soit le gouvernement? Sinon, il y a totale confusion et conflit d'intérêts. Et j'aimerais poser quelques autres questions, peut-être un peu plus techniques. Qu'est-ce que vous pensez de l'extension du champ d'action du HCFP par rapport à ceux des autres institutions similaires dans les États membres? Comment envisagez-vous le rôle du HCFP alors même qu'il n'y a pas de loi de programmation, puisque nous avons repoussé la loi de programmation des finances publiques? Donc, comment est-ce que vous pensez qu'on peut exercer cette fonction du Haut Conseil sans loi de programmation? Merci bien. Avant de passer la parole aux députés qui souhaitent poser des questions, je repasse la parole à Monsieur le Président qui souhaite poser des questions. Oui, parce qu'au final, il m'est venu quelques questions en écoutant les interventions des uns et des autres. Bon, déjà, sur la question de l'indépendance, je ne sais pas très bien comment on le caractérise. Si c'est une indépendance en termes idéologiques, entre guillemets, pour moi, de toute façon, des économistes ne sont pas neutres politiquement. Ça n'existe pas. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas quelque chose qui, scientifiquement, ferait d'un économiste une neutralité vis-à-vis de la situation. Et je dois dire que le fait qu'au HCFP vienne de rentrer Michaël Zemmour est quelque chose qui me satisfait. Donc, je ne préjuge pas de vos positions. Le fait même, y compris, que vous puissiez évoluer. Je viens de voir que M. Pisani-Ferry, qui, si je ne me trompe pas, était aussi conseiller du président de la République, propose en ce moment une taxe qui me satisfait assez sur les 10% les plus riches afin de financer la bifurcation écologique. Après, effectivement, il y a la question, mais ça, je pense que vous y répondrez, qui serait la question de conflit d'intérêts matériels. C'est autre chose. C'est un autre problème qui peut être posé, mais ça, je pense que vous répondrez là-dessus. Moi, mes questions étaient plutôt d'ordre sur le fond. J'aimerais avoir votre retour sur la manière de juger de la dette. C'est-à-dire qu'on a tout un débat en ce moment sur la dette à 70 milliards dans les années à venir, etc. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait surtout avoir comme base de comparaison le pourcentage de PIB que représentent les intérêts de la dette? Ils représenteront 2% en 2027.
d'après le programme de stabilité tel que c'est défini. Enfin, ils pourraient représenter 2%, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont à 1,9% à hauteur de 50 milliards d'intérêts de la dette. Et est-ce que vous ne pensez pas que la seule comparaison qui vaille serait ce pourcentage rapporté au PIB? J'ai une deuxième question sur la question des déficits publics, et notamment à l'aune des comparaisons avec les autres pays européens et évidemment des respects de règles de déficit décidées par les traités. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait avoir, j'allais dire, un correctif par rapport à ce qui est intégré dans les périmètres qui ne sont pas les mêmes selon les États? On a par exemple un débat actuel qui, je crois, est assez transpartisan sur l'idée que les dépenses en matière de défense assurées par la France et pour certains autres États européens devraient être sorties de la dette pour pouvoir avoir des comparaisons justes, parce que, quelque part, ce financement, évidemment, ne sert pas qu'à notre pays. Bon, est-ce que vous ne pensez pas que, de la même manière, il devrait y avoir un travail sur, par exemple, tout ce qui, en France, est du domaine très largement public, et donc des financements publics en termes de santé, d'éducation, alors que dans d'autres pays, cela coûte au pays quelque part, mais c'est parfois plutôt dévolu au privé, ce qui évidemment déséquilibre les comparaisons possibles. J'aimerais aussi vous entendre sur, justement, je rejoins un peu la question de Madame Arrigui, sur la question écologique, c'est-à-dire comment on peut intégrer à l'avenir cette autre dette qui est la dette écologique par rapport aussi à un bon état des finances publiques. Je trouve que c'est un sujet, je crois que la question vous avait été posée d'ailleurs l'autre jour déjà au débat au Conseil des finances publiques, c'est un sujet qui ne rentre pas assez en compte, à mon avis, par rapport aux questions d'équilibre des finances publiques. Voilà, c'était un petit peu les questions que, pour ma part, je voulais vous poser. Très bien, merci bien. Alors, nous avons deux questions. Monsieur Bazin. Alors, c'est 1 minute. Je vous donne le micro, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur Philippe Martin, nos commissions des finances et des affaires sociales vous auditionnent, puisque la présidente de l'Assemblée nationale envisage de vous nommer pour siéger au Conseil des finances publiques. Alors que la France connaît une dette abyssale générée par des dérapages budgétaires récurrents, le Haut Conseil doit jouer un rôle important puisqu'il est chargé d'apprécier le réalisme des prévisions macroéconomiques associées à nos futurs budgets. J'ai donc deux questions. Le Haut Conseil est censé se prononcer sur la cohérence de ces projets de budget avec les orientations définies dans la loi de programmation des finances publiques. Or, cette loi n'a pas été adoptée. Alors comment le Haut Conseil peut-il mener à bien ses missions? Sur quelle base peut-il se prononcer? Le projet non adopté par la représentation nationale qui l'a jugé insincère. Deuxième question, le Haut Conseil ne produit pas lui-même ses propres prévisions, mais se base sur celles des organisations internationales telles que le FMI ou l'OCDE. Or, celles-ci peuvent varier. Lesquelles sont-elles les plus fiables pour le Haut Conseil? Merci bien. Madame Isabelle Valentin. Merci Madame la Présidente. Monsieur Martin, en avril dernier, l'avis rendu par la HCFP sur le projet de loi de programmation des finances publiques a été très critique. Il est indiqué que la trajectoire retenue par le gouvernement n'est pas assez ambitieuse et que son hypothèse de croissance était beaucoup trop optimiste. Avec une dette qui avoisine les 3 000 milliards d'euros, vous insistez sur la nécessité de maîtriser cette dette, ce dont personne ne disconvient, mais lorsqu'on parle de réduire la dette, on cite immédiatement la baisse des dépenses publiques. Vous précisez qu'il ne serait pas opportun ni d'abaisser les dépenses de manière draconienne, ni d'augmenter les impôts. Les marges de manœuvre semblent donc réduites. Pensez-vous que les baisses d'impôts considérables ces 5 dernières années vont pouvoir encore durer ? Emmanuel Macron a annoncé lundi 15 mai vouloir concentrer 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les classes moyennes d'ici 2027. Pensez-vous que ce soit réaliste ou réalisable? Ma deuxième question porte sur... 1 minute, mais allez-y. Ma deuxième question porte sur le délai très court, voire trop court, entre la saisine officielle du Haut Conseil et la transmission de son avis au Conseil d'État pour que celui-ci se prononce. Le HCFP nous a régulièrement indiqué que certains éléments d'information lui sont communiqués très tardivement. Qu'en pensez-vous? Peut-il remettre en question la qualité des avis rendus? C'est deux questions après. Merci Madame Valentin. Merci bien. Madame Véronique Louwagie. Merci Madame la Présidente. Merci pour
ces explications déjà, Monsieur Philippe Martin. J'ai une question. Le débat parlementaire s'organise autour de 2 textes financiers en fin d'année, la loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale. Nous avons connu sur les dernières années un remplacement récent des cotisations sociales salariales par de la CSG, un remplacement des cotisations sociales patronales par de la TVA. Est-ce que vous êtes un fervent de remplacer le débat parlementaire en l'organisant sur un volet recettes globalement et ensuite une analyse des dépenses au niveau de chacune des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale? Je vous remercie. Merci bien. Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. La question des dépenses publiques est bien sûr une question majeure. L'exécutif a annoncé récemment le désir d'alléger les impôts des classes moyennes, mais alors quid des économies et du financement d'une telle mesure? La dette de la France s'élève aujourd'hui à 116% du PIB, alors que la moyenne au sein de l'UE est de 88% et que la dette ne devrait théoriquement pas dépasser les 60%. À la suite d'un rapport de la Cour des comptes critiquant le « quoi qu'il en coûte », Bruno Le Maire avait promis plusieurs milliards d'économies de dépenses publiques, une promesse qui semble en contradiction avec les récentes déclarations du président. Comment appréhendez-vous ces déclarations au regard de la situation financière de la France? Et une deuxième question très rapide. Un rapport de France Stratégie paru lundi indique que la transition climatique à venir va ralentir la croissance et alourdir la dette publique. Que pensez-vous de l'impact de la transition énergétique sur les finances publiques et comment amortir le poids financier de cette transition? Je vous remercie. Merci bien. Donc après, avant de donner plutôt la parole à Monsieur Martin, je redonne la parole à Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Madame la Présidente. Juste une petite réaction par rapport à remise en cause de la neutralité. Philippe Martin se défendra, j'imagine, très bien tout seul. Juste rappeler que la diversité des idées, des profils, des expériences au sein du Haut Conseil vient de la diversité des personnalités qui choisissent les membres. Un est choisi par le Conseil économique et social, un est choisi par la président de la Commission des finances, etc. etc. S'il vous plaît, on n'interpelle pas, on s'interpelle pas. Ces attaques sont pas très dignes. On aura du mal, si vous voulez, à avoir des économistes d'expérience qui n'ont jamais pris parti dans telle ou telle tribune ou en fonction de leurs travaux, évidemment, peut traduire des certains choix politiques. Et vous rappelez que ça ne vous posait pas de problème et que M. Migaud ou M. Moscovici, par exemple, ont été présents de la Cour des comptes. Je vous remercie. Merci bien. Et bien, après ces très nombreuses questions riches et pertinentes, Monsieur Martin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci messieurs et mesdames les députés. Alors il y a énormément de questions, je vais essayer peut-être de regrouper un certain nombre d'entre elles et je vais commencer par celle qui a été posée par plusieurs d'entre vous sur l'indépendance, qui me paraît en effet extrêmement importante. Je crois qu'au HCFP, ça a été rappelé, monsieur Michael Zemmour a été nommé et il se trouve que je le connais bien et que je l'apprécie en tant qu'économiste. Il est clair que nous n'avons peut-être pas exactement les mêmes options politiques, mais je trouve que justement c'est la richesse du HCFP que de pouvoir avoir des expertises, parce que c'est un expert, comme je le suis, mais potentiellement avec des visions politiques différentes. D'un autre côté, je rappelle que le HCFP n'est pas un organe politique, c'est un organe qui a pour objectif principal d'ailleurs de vérifier la crédibilité des prévisions macroéconomiques du gouvernement, en particulier pour la loi de finances. Donc il y a un aspect très expert et peut-être un peu moins politique qu'il ne semble que vous semblez penser sur le travail du HCFP. Sur mon indépendance, j'ai rappelé que j'avais présidé le Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique est un conseil indépendant. Je crois avoir montré, par un certain nombre de notes, que le Conseil d'analyse économique, les travaux du Conseil d'analyse économique étaient des travaux véritablement indépendants. D'ailleurs, il me semble qu'un certain nombre d'entre vous, du côté de la majorité ou du côté de l'opposition, ont utilisé ces travaux pour ensuite faire des arguments qui étaient davantage politiques. Donc ils ont été utilisés, si j'ose dire, d'un côté et de l'autre.
Vous avez rappelé, certains d'entre vous, les travaux que nous avons faits sur les impôts de production. C'est vrai, nous avons fait un travail économétrique pour montrer que la C3S, en particulier, avait un impact extrêmement négatif sur la productivité, la compétitivité, les exportations. Nous montrions que lorsqu'on faisait, puisqu'il y a eu une réforme sur la C3S et qu'on comparait celles qui avaient bénéficié d'une baisse de C3S par rapport aux entreprises qui n'avaient pas bénéficié d'une baisse de C3S, que celles qui avaient bénéficié exportaient plus et importaient moins, et que leur productivité augmentait. Donc moi, j'ai défendu très clairement la suppression de la C3S. Je peux vous dire que je n'ai pas défendu de manière très claire la baisse de la CVAE. Donc, en l'occurrence, je n'étais pas exactement sur la même position que le gouvernement. Pour moi, c'était la C3S qu'il fallait éliminer et la CVAE, potentiellement, pouvait être réformée, mais ce n'est pas la priorité. Donc il se trouve que, vous voyez, je l'ai dit de manière très claire dans le débat public que ce n'était pas l'objectif et que c'était plutôt un objectif à 3 milliards qu'à 10 milliards. Deuxième chose, je disais aussi qu'il y avait un certain nombre de baisses de charges, de remboursement de charges sur, en particulier, les hauts salaires, au-delà de 1,6 SMIC, qui ne me paraissaient pas les plus utiles. Là encore, cette note du CAE sur les baisses de charges n'était pas alignée, si j'ose dire, sur la position du gouvernement. Ce n'était pas du tout même la position du gouvernement sur ce sujet. Donc, je peux même multiplier le nombre de notes du Conseil d'analyse économique qui n'étaient pas exactement sur la ligne du gouvernement. Je peux vous dire aussi, sans remonter très loin, et peut-être vous en rappeler, que le Conseil d'analyse économique avait fait une note sur la question du cannabis, et en particulier la légalisation du cannabis réglementé. Je ne crois pas que le gouvernement ait apprécié, je peux vous le dire maintenant, très fortement les objectifs et les recommandations de cette note. Donc voilà, pendant 5 ans, pendant lesquels j'ai présidé le Conseil d'analyse économique, on a eu des discussions et mon objectif était évidemment de conseiller, c'est d'ailleurs l'objectif du Conseil d'analyse économique, c'est de conseiller le gouvernement. Mais conseiller, donner des avis, ça ne veut pas dire suivre le gouvernement. Et je crois que j'ai démontré, en tant que président du Conseil d'analyse économique, que justement le Conseil était indépendant. Et je peux vous dire que dans mes discussions avec les cabinets ministériels ou avec les ministres, eh bien, oui, nous n'étions pas toujours alignés sur un certain nombre de sujets. Donc voilà. Je pense que l'indépendance, évidemment, je peux vous promettre, et je le fais ici de manière assez solennelle, que je suis quelqu'un d'indépendant. Le mieux, c'est, je pense, de regarder l'expérience et la pratique de cette indépendance. Et je crois que je l'ai démontré quand j'étais au Conseil d'analyse économique. Sur les conflits d'intérêts, donc vous avez rappelé en effet que j'ai été pendant 1 an le conseiller économique de Emmanuel Macron comme ministre de l'économie, que j'ai en effet participé à la campagne de 2017, c'était donc il y a 6 ans. Depuis 6 ans, je n'ai pas de fonction, je n'ai aucune fonction politique, qui aurait été d'ailleurs incompatible avec la présidence du Conseil d'analyse économique, qui est, je vous rappelle, un conseil constitué d'universitaires indépendants et qui sont très attachés tous et toutes à cette indépendance. Je ne vois pas de conflit d'intérêts matériel. Je suis aujourd'hui professeur d'économie à Sciences Po, doyen de l'école d'affaires publiques. D'ailleurs, sur ma page web, vous pouvez voir aussi mes conflits d'intérêts. Je ne reçois pas de financement de institutions privées ou entreprises. Je suis payé par Sciences Po et par le ministère de l'Enseignement supérieur comme professeur des universités. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en tant qu'universitaire, nous sommes amenés parfois, et c'est vrai que les économistes le font, et les économistes d'ailleurs de tous bords sont amenés parfois à être entendus comme experts par les administrations, par le gouvernement, par des ministres. Je pense que c'est une bonne chose.
je pense que il est bon que les experts des sciences sociales, d'ailleurs ça n'est pas que les économistes, soient aussi entendus par le gouvernement. Sinon, on va avoir une séparation complète entre le monde universitaire et le monde politique. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, hein. D'ailleurs, la France est plutôt différente des autres pays. Dans les autres pays, il y a une application, une intégration entre le monde universitaire et le monde politique qui est beaucoup plus forte, et je pense que c'est une bonne chose. Là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, il faut que le partage des tâches, si j'ose dire, soit bien clarifié. Et là encore, je pense que ce qui est important, c'est de montrer dans ce qu'on a écrit, dans ce qu'on a fait, qu'on est indépendant. Vous avez cité, hein, la question de la réforme des retraites. Il se trouve que oui, je vais le dire de manière très claire, j'ai défendu la réforme systémique sur les retraites. Et je suis un orphelin de cette réforme. Je le dis de manière très claire. Je n'ai pas été un défenseur très ardent de cette réforme-ci, ici, celle qui a été la plus récente. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'opinions qui peuvent différer ou être en cohérence avec le gouvernement, mais de ce point de vue, je ne suis pas aligné sur les positions du gouvernement sur toutes ces réformes. Voilà, je pense que c'est relativement clair. Alors, il y a eu des questions sur le rôle du HCFP, et ça me permet de dire, d'ailleurs, je ne veux pas jouer la fausse modestie, j'ai une expertise sur la macroéconomie. Je suis un macroéconomiste, je ne suis pas un expert, en effet, des finances publiques. Il y a des experts à l'université qui sont des experts des finances publiques. Je ne suis pas un expert des finances publiques. Je vous rappelle qu'un des rôles du HCFP, c'est en particulier de voir dans quelle mesure les prévisions macroéconomiques sont crédibles ou pas. Donc, c'est de ce point de vue que je pense en effet avoir une certaine expertise, mais je ne vais pas vous dire que je suis un expert universitaire des finances publiques, ça n'est pas le cas, mais je pense que justement au Haut Conseil des finances publiques, il faut, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ma nomination a été proposée, il faut une certaine diversité de personnes, et en particulier, je pense que les questions macroéconomiques, les questions sur la dette et de l'impact macroéconomique de la dette ou les déterminants macroéconomiques de la dette sont en effet un sujet important. Donc voilà, j'ai une expertise sur une partie des sujets. Je ne crois pas qu'on puisse être expert sur absolument tous les sujets, mais je suis un macroéconomiste de ce point de vue qui peut en effet avoir une vision indépendante et experte sur la croissance, les taux d'intérêt, les dettes, sur lesquelles je reviendrai. Alors, il y a eu des questions sur aussi la question de... Pardon, je reprends mes notes. Sur l'élargissement du rôle du HCFP. Moi, je suis favorable à cet élargissement, et je crois d'ailleurs que potentiellement il va y avoir des réformes sur ce sujet, au sens où non seulement le HCFP aujourd'hui est en charge de vérifier la crédibilité des prévisions macroéconomiques, mais potentiellement, je pense que la question de la soutenabilité de la dette et d'une analyse sur cette soutenabilité, qui aujourd'hui, stricto sensu, n'est pas dans le mandat du HCFP, à mon avis, c'est quelque chose qui serait important de pouvoir intégrer dans le mandat. Il est possible que dans la révision des règles budgétaires, qui a été annoncé, enfin qui est proposé par la Commission, mais qui est en train d'être discuté par les États membres, qu'en effet, il y ait un élargissement du rôle des différentes institutions budgétaires indépendantes. Dans certains pays, en effet, l'institution budgétaire indépendante doit aussi analyser cette question de la soutenabilité. Ça me permet de venir aussi peut-être à la question de Monsieur le Président Éric Coquerel d'un certain nombre d'entre vous sur où on en est justement de la dette et de la soutenabilité de cette dette aujourd'hui.
Aujourd'hui, alors, comme vous le savez, il y a eu une forte augmentation de la dette. On est autour environ de 110 points de PIB et le PSTAB, pardon, le programme de stabilité, nous dit qu'on va avoir en gros une stabilisation de cette dette en pourcentage du PIB à l'horizon de 2027. Je ne dirais pas que la dette est abyssimale ou que nous sommes en faillite. La dette est soutenable aujourd'hui, mais nous sommes dans une situation qui est préoccupante, au sens où on est un peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que très clairement, on est aujourd'hui dans une situation où d'abord notre déficit public est élevé. Il est un des plus élevés de la zone euro. Alors, ce qui est important pour la soutenabilité de la dette et la dynamique de la dette, il y a plusieurs manières, en effet, il n'y a pas de manière scientifique de dire qu'une dette est soutenable ou pas. Et je vous rejoins, Monsieur le Président, Monsieur Coquerel, pour dire qu'en effet, il faut regarder un certain nombre de critères sur cette soutenabilité. Non seulement le critère de la dette sur le PIB, qui pose déjà un problème conceptuel, puisque c'est un stock, la dette sur un flux, le PIB. Donc de ce point de vue, en effet, les économistes considèrent que c'est important de regarder ce ratio. Et de fait, en général, on va définir la soutenabilité de la dette en disant qu'il ne faut pas que ce ratio dette sur PIB n'explose au cours du temps. Pourquoi ? Parce que quand même, le PIB, c'est en partie la base taxable d'un pays. Et donc, si à un moment, dette sur PIB augmente indéfiniment, en effet, on va avoir un problème de soutenabilité de la dette. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un autre ratio qu'il faut regarder, qui est les paiements d'intérêt de la dette et aussi, entre guillemets, le coût marginal de la dette auquel on s'endette, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près le taux d'intérêt à 10 ans. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes à regarder. Vous avez rappelé qu'on serait autour de 2% à l'horizon 2027. C'est un niveau élevé. Mais en fait, auparavant, on a eu des niveaux plus élevés parce que les taux d'intérêt étaient importants. Donc, pour le moment, en tout cas, cette partie, cette manière d'analyser la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire les paiements d'intérêt, n'est pas quelque chose qui dérape. Donc, de ce point de vue, je ne dis pas, encore une fois, je pense qu'il faut être extrêmement attentif à cette question des paiements d'intérêt. En particulier parce que sur la soutenabilité de la dette, sur la dynamique de la dette publique, il y a une comparaison qu'il faut toujours avoir en tête et qui est essentielle, c'est la différence entre le taux d'intérêt et le taux de croissance. Pourquoi ? Parce que si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, on a ce qu'on appelle un effet boule de neige, c'est-à-dire que si le taux d'intérêt est plus élevé que le taux de croissance d'une économie, ce qui va se passer, c'est que les paiements d'intérêt vont augmenter plus rapidement que le PIB, donc le dénominateur du ratio qui est important, dette sur PIB. Et donc, on va avoir un effet où la dette augmente simplement du fait que vous devez payer des paiements d'intérêt qui augmentent plus rapidement que votre PIB. Et donc là, on est dans des situations difficiles où, en effet, vous devez du coup avoir une politique d'austérité budgétaire si vous voulez stabiliser votre dette sur PIB, c'est-à-dire vous devez avoir un excédent primaire, c'est-à-dire hors paiement des intérêts. Et c'est là où en effet on va avoir un problème, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2011-2012. Moi, j'ai une analyse très critique de ce qui a été fait en termes de politique budgétaire en 2011-2012 au moment de la crise de la dette de la zone euro, puisqu'on a fait des politiques d'austérité, à mon avis, à contretemps, qui ont plutôt aggravé la crise qu'elles n'ont facilité. Et donc, de ce point de vue, moi, je suis de ceux qui pensent que sur les ajustements budgétaires, il faut faire très attention. Je vais le dire de manière très nette, je suis keynésien. Je suis un macroéconomiste keynésien, c'est-à-dire je pense que faire une politique d'austérité budgétaire à court terme, très clairement, a un effet négatif sur le PIB. Donc je suis de ceux qui considèrent que les ajustements budgétaires, il faut les faire de manière
très graduelle, parce que sinon on se retrouve dans dans l'erreur qu'on a fait, l'erreur macroéconomique qu'on a fait de crise de la zone euro en 2011-2013. Permet aussi peut-être de répondre à la question sur la politique monétaire et du mix macroéconomique de politique monétaire et budgétaire. Et sur l'inflation, qui a été aussi une question que vous avez posée. D'ailleurs, pour insister sur le fait que les règles budgétaires sont inadéquates, à aucun moment la question de l'inflation n'est prise en compte dans les règles budgétaires actuelles. Or, c'est quand même un point extrêmement important. On sait que historiquement, le ratio dette sur PIB, il a fortement diminué, si on se rappelle, juste après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y avait des taux d'inflation extrêmement élevés. Et ça se comprend assez facilement, c'est que la dette, c'est un stock, elle augmente lentement, même quand il y a de l'inflation, alors que le PIB, si vous avez 10% d'inflation une année, le PIB, il augmente en euros de 10%, et donc le ratio dette sur PIB, il diminue rapidement. Donc de ce point de vue, vous voyez que les règles budgétaires, par exemple les 3% ou les 60%, sur lesquels moi je me suis très clairement, j'ai été critique, je pense que ces 3% et 60% n'ont pas de sens. Et pour la plupart des économistes, ces 3% et 60% n'ont pas tellement de sens. Je comprends l'économie politique de ces critères de 3% et 60%, parce qu'en fait, les règles budgétaires sont devenues tellement complexes, tellement difficiles, qu'en général, d'ailleurs, je mets au défi les parlementaires, les ministres, mes étudiants, d'expliquer de manière précise toutes ces règles budgétaires. Et le seul intérêt des 3% et de 60%, c'est qu'en effet, c'est, je pense, les deux critères qui sont bien en tête parmi les politiques, les parlementaires, les étudiants et même les universitaires. Donc voilà, je pense que si je reprends la question sur l'inflation, vous voyez que ce que ça signifie, c'est que pour réfléchir à la soutenabilité de la dette, et je pense que c'est un des rôles, en effet, sur le HCFP, n'est pas aujourd'hui, enfin, soyons très clairs, ça n'est pas dans le mandat du HCFP aujourd'hui d'analyser de manière précise la soutenabilité de la dette. Mais je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est important et peut-être qui d'ailleurs sortira des discussions qu'il va y avoir sur ce sujet au niveau européen. Donc sur la politique monétaire, on voit bien que la dynamique de l'inflation et la nature de l'inflation a changé au cours du temps. On est passé d'une inflation qui était très clairement liée à un choc de coûts à une inflation qui aujourd'hui s'est diffusée tout au long des chaînes de valeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas très facile, en effet, d'avoir une réduction rapide de l'inflation. On pourrait le faire si on plonge la zone euro dans une récession, c'est-à-dire qu'on augmente très fortement les taux d'intérêt. Vous allez avoir en effet une récession qui générera peut-être une baisse des salaires, une baisse des prix, et donc on pourrait avoir une baisse très rapide de l'inflation. Je ne pense pas que ça en vaille la peine, au sens où le coût social, le coût économique de plonger la zone euro dans une récession pour rapidement revenir à 2%, à mon avis, serait trop élevé. Donc c'est pour ça que je suis plutôt prudent sur le fait que les taux d'intérêt, certainement, devaient augmenter dans une situation où l'inflation était élevée. Mais aujourd'hui, je pense qu'en particulier pour ne pas plonger la zone euro dans une récession, ce qui aurait d'ailleurs un effet aggravant sur nos finances publiques, je pense qu'il faut être prudent sur la politique monétaire. Par ailleurs, et c'est vrai que la politique monétaire, via le taux d'intérêt, évidemment, a un impact sur la soutenabilité des dettes publiques. Par deux canaux, les taux d'intérêt directement, puisque aujourd'hui, la politique monétaire a non seulement un impact potentiel sur les taux d'intérêt à court terme, mais aussi les taux d'intérêt à 10 ans, qui sont par exemple, qui sont les taux d'intérêt auxquels majoritairement, en gros, l'État s'endette à la marge. Et aussi indirectement parce que, encore une fois, si la politique monétaire est trop restrictive, on va être dans une situation où potentiellement on sera dans une récession, ce qui, d'un point de vue de finances publiques, évidemment, sera plutôt une mauvaise chose.
Vous m'avez posé des questions sur la question du rôle du HCFP, et en particulier sur les prévisions macroéconomiques et la cohérence entre sur l'intégration, pardon, la cohérence entre les prévisions macroéconomiques et puis le volet dépenses et recettes. Ce qui est vrai, ce que je comprends, alors je réponds, je crois qu'il y avait une question qui me disait qu'est-ce que vous pensez en tant que membre du HCFP? Je vous rappelle que je ne suis pas membre du HCFP, donc je ne vais pas m'exprimer au nom du HCFP. Hein. De ce point de vue, je ne peux pas vous dire ce que je pense des avis ou défendre des avis du HCFP qui sont passés, puisque je ne suis pas membre aujourd'hui du HCFP. Ce que je crois quand même, c'est que c'est vrai que c'est difficile, par exemple, d'avoir une analyse sur les prévisions macroéconomiques qui sont incluses dans la loi de programmation sur les lois de finances, si on n'a pas une analyse aussi sur la crédibilité, par exemple, des recettes fiscales ou des dépenses publiques, puisque, évidemment, tout ça est un équilibre. C'est-à-dire que si le gouvernement nous dit voilà, les dépenses publiques vont augmenter de temps ou les recettes et donc les impôts potentiellement vont augmenter de temps, ça a un impact sur les prévisions macroéconomiques qui elles-mêmes en retour ont un impact sur les recettes et les dépenses. Donc, je trouve qu'il est difficile de séparer les deux exercices, et c'est pour ça que je pense qu'en effet on va dans une situation, et c'est déjà implicitement le cas, je pense, dans un certain nombre de rapports du HCFP, où en fait on intègre à la fois la prévision macroéconomique, qui est, si je comprends bien, quand même le cœur de ce qui est demandé au HCFP, mais aussi davantage aller sur des questions sur les dépenses et sur les recettes, et encore une fois aussi sur l'analyse de la soutenabilité de la dette. Il y a eu des questions aussi sur donc, les règles européennes. Je réponds aussi à une question, je crois que M. Philippe Lotto du RN sur la dimension européenne. Ce qui est vrai, alors, c'est tout à fait vrai que les conseils budgétaires indépendants ont été créés avec très clairement une dimension européenne, puisqu'ils existent dans tous les pays. Je considère qu'une fois qu'on est dans la zone euro, dans une zone monétaire avec une monnaie unique, il me paraît indispensable, en effet, qu'il y ait une surveillance multilatérale des finances publiques des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que, et on l'a vu au moment de la crise de la zone euro, si un pays, à un moment, a un problème de soutenabilité de sa dette, évidemment, ça a un impact sur ce pays, mais ça a un impact sur les autres pays aussi, au sens où, on l'a vu, potentiellement, ça signifie qu'il y aura besoin de transferts et potentiellement, ça mettra une pression sur la Banque centrale européenne pour changer sa politique monétaire. Donc, si vous acceptez d'être dans la zone euro, dans une union monétaire, je pense qu'il faut être cohérent. Et donc, ça signifie que si vous acceptez l'euro, ça signifie que vous acceptez aussi des règles du jeu budgétaire qui sont partagées et donc une surveillance budgétaire des uns et des autres. Et c'est bon pour la France, c'est bon aussi pour les autres pays. Donc, de ce point de vue, je crois que c'est indispensable. D'un autre côté, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans la note du CAE sur les règles budgétaires, je crois profondément que le débat budgétaire, il est important de l'avoir au niveau national. C'est-à-dire que je crois que trop longtemps, un certain nombre de gouvernements, dont celui de la France d'ailleurs, ont dit que les problèmes budgétaires, enfin les politiques de responsabilité budgétaire, d'être rigoureux sur le plan budgétaire, c'était la faute à Bruxelles. Je crois qu'on a trop européanisé, entre guillemets, certains débats budgétaires. Il faut qu'ils reviennent au niveau français. Et je pense que de ce point de vue, c'est un des rôles du HCFP
que d'avoir ce débat public au niveau français, au niveau national, sur l'état de nos finances publiques, sur la soutenabilité de la dette. Alors, c'est des débats techniques et je n'ai pas de recette, puisque c'est aussi une des questions qui m'a été posée. Je n'ai pas de recette pour faire que ces débats soient plus largement partagés. Je pense que une des manières de le faire, évidemment, c'est d'avoir ces débats avec vous, messieurs et mesdames les députés, mais je pense que aussi, c'est de l'avoir dans le débat public et en particulier dans les médias. Donc, en tant que membre du HCFP, je pourrais aussi être présent dans les médias et discuter de ces questions sur le budget, mais je ne m'exprimerai pas en tant que membre du HCFP, je m'exprimerai en tant qu'économiste. Donc voilà, je pense qu'il est important que ce débat ait lieu aussi en France et qu'on n'ait pas l'impression que c'est simplement des contraintes budgétaires qui viennent au niveau européen. Je crois qu'il y a eu une question aussi sur le fait que le HCFP a besoin de moyens pour faire ce travail, surtout si son mandat est élargi sur les questions de soutenabilité de la dette. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en effet, si vous comparez le HCFP avec d'autres organismes indépendants budgétaires en Europe, et encore plus, par exemple, avec la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, hein, alors je crois que c'est Office of Budget Responsibility, enfin, je ne me rappelle plus exactement de l'acronyme, c'est ça, je crois. Ils sont en charge des prévisions macroéconomiques du gouvernement. En fait, c'est externalisé. En France, c'est le Trésor qui fait ça. Et ensuite, le rôle du HCFP est de vérifier la crédibilité de ces prévisions macroéconomiques. Et d'ailleurs, dans la note du Conseil d'analyse économique, nous, on pensait qu'il serait bon, en effet, que le HCFP se dote de moyens, en particulier en engageant des économistes, des conjoncturistes, de faire un travail indépendant sur ces prévisions macroéconomiques. Je peux vous dire que évidemment, analyser les prévisions macroéconomiques du Trésor qui ont été faites par toute une équipe d'économistes du Trésor, ça demande beaucoup de technicité, ça demande un modèle économétrique de prévision, parce que c'est pas quelque chose qu'on sort du chapeau, ce que font un certain nombre d'autres institutions budgétaires indépendantes. Donc, si on va en effet en direction d'analyser davantage la soutenabilité de la dette publique française, les prévisions macroéconomiques, je pense en effet qu'aujourd'hui, dans l'état où on est, les moyens dont sont dotés au Conseil aux finances publiques sont en fait insuffisants. Si on veut faire ce travail de manière technique et de ce point de vue sérieux. Je crois qu'il y a eu une question, c'est un petit peu lié, sur le fait que il y a des délais trop courts. En effet, j'ai compris en effet que le HCFP se plaint auprès du gouvernement sur le fait qu'il y a des délais trop courts sur l'examen des lois de finances. Et je pense qu'en effet, on ne peut pas le faire de manière sérieuse si on a ces projets une semaine ou un mois même avant l'examen. Et je regrette aussi que la loi de programmation de finances publiques, je pense qu'en effet, pour avoir une vraie cohérence, d'essayer d'analyser cette cohérence, ne puisse pas être examinée par le Haut Conseil. Il y a eu une question aussi sur les questions écologiques et la manière dont on doit traiter à la fois la dette financière et la dette écologique. Alors, je pense que c'était une question centrale qui, encore une fois, est absente des règles budgétaires. Donc, c'est aussi une bonne raison de réformer ces règles budgétaires. Il y a deux manières d'envisager la question. Et pour être très franc, je ne suis pas certain qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Une manière, en effet, c'est d'exclure
des règles budgétaires les dépenses qui sont liées, les dépenses vertes, entre guillemets. Vous parliez d'autres dépenses, les dépenses de défense. C'est une manière de le faire, mais ça ne règle pas la question de la soutenabilité de la dette, puisque de toute façon, ces dépenses doivent être financées potentiellement, et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est légitime, et d'ailleurs, c'était une des conclusions du rapport de Jean Pisani-Ferry, par de la dette, puisque, justement, c'est des dépenses qui vont créer un actif dans le futur. Ici, l'actif, c'est le fait de réduire nos émissions de CO2, et donc, c'est tout à fait... Ça me paraît légitime, en effet, de pouvoir le financer par de la dette. Mais il faut quand même que la dette soit soutenable. C'est-à-dire, il faut en effet qu'on ne soit pas dans une situation où potentiellement, à un moment, on n'arrive plus à refinancer cette dette, puisque c'est ça la question essentielle. Donc, on peut le faire, mais il faut avoir en tête quand même que ça ne règle pas la question de l'analyse de la soutenabilité de la dette. Mais je pense qu'en effet, traiter les dépenses d'investissement dans la transition climatique de manière différente me paraît en effet tout à fait défendable. Il y a une autre manière de le faire, c'est de dire qu'il y a la question de la soutenabilité financière et il y a la question de la soutenabilité environnementale. Et que dans une certaine mesure, elles sont liées. Je prends l'exemple d'un pays qui refuserait de faire des investissements publics aujourd'hui et qui donc, entre guillemets, aurait une situation financière qui potentiellement serait meilleure. Il me semble que ça peut être le rôle, que ce soit des institutions budgétaires indépendantes, dont le HCFP, ou au niveau européen, puisqu'il y a une institution européenne des conseils indépendants, de dire OK, votre soutenabilité de la dette publique est améliorée par le fait que vous ne fassiez pas ces investissements publics, mais sauf qu'on sait que vous allez devoir les faire. Il faudra les faire d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, et en fait, il faudrait mieux les faire aujourd'hui, évidemment. Et donc, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on peut en fait prendre en compte ces manquements à l'investissement public dans la dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, ça réduit la dette publique et les déficits, mais potentiellement, de toute façon, il faudra les prendre en compte dans 5 ans, 10 ans, et donc, en fait, ça dégrade la dynamique de la soutenabilité de la dette publique si vous ne faites pas ces investissements publics aujourd'hui. Ce que j'essaye de dire, je pense que c'est assez compliqué, mais enfin c'est un peu complexe, mais c'est que la dynamique de la dette financière, elle dépend aussi de ce que vous faites aujourd'hui en termes d'investissement public, par exemple sur la soutenabilité écologique. Et donc il faut avoir une approche intégrée de ces deux soutenabilités. Je pense que très clairement, c'est un chantier qui n'a pas été vraiment ouvert, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Mais j'insiste sur le fait que ce que ça signifie, c'est que les règles budgétaires qui ont été écrites, en gros, au moment de Maastricht, elles me paraissent dépassées. Elles sont dépassées parce que d'abord, on a vu un certain nombre d'erreurs qui ont été faites à cause de ces règles budgétaires. Deuxièmement, elles sont dépassées parce qu'elles ne parlent pas, par exemple, d'inflation. Et troisièmement, évidemment, à cause de la question écologique. Donc, je l'ai écrit de manière très claire. Je l'ai écrit en 2019, je l'ai écrit au niveau européen. Et donc, on a fait un certain nombre de propositions de réformes sur ces règles budgétaires. Encore une fois, moi j'étais favorable à ce qu'on enlève le 3% et le 60% et qu'on se concentre sur la question de l'analyse économique avec une dimension environnementale sur la soutenabilité de la dette. Merci. Je vous donne le micro, allez-y. Oui, on avait clos tout à l'heure les intervenants, mais d'un commun accord avec la présidente, comme le groupe France Insoumise n'était pas intervenu, on passe la parole pour une dernière question à Adrien Clouet. Je vous donne le micro. Merci beaucoup. C'est effectivement une interrogation qui a surgi des dernières explications, donc je vous remercie évidemment de laisser la parole. C'était pour revenir sur les propos concernant
de la dette publique et l'échange qu'on a eu là, car il me semble que le raisonnement qui a été déployé repose sur un implicite sur lequel j'aurais souhaité vous entendre, à savoir l'idée que lever l'argent sur les marchés financiers, c'est-à-dire donc positionner l'État en situation de négociation avec ses créanciers et donc rentrer dans un rapport où l'État est le débiteur de la finance privée, n'est qu'une des modalités existantes pour lever des fonds. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre exclusif que le ratio dette-PIB a du sens, puisque vous devez discuter avec les détenteurs d'argent des conditions dans lesquelles ils veulent bien vous faire le plaisir et l'honneur et la joie de vous prêter de l'argent à l'État et donc dès lors mener parfois une politique en fonction des intérêts et des personnes qui vous prêtent. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu sur la réforme des retraites, même si ça n'a pas fonctionné. Mais rien n'implique finalement de devoir systématiquement recourir à ce type de canaux. Et c'est là-dessus que j'aurais souhaité vous entendre, car il a existé massivement, il persiste encore résiduellement, d'autres formes d'irrigation du trésor public qui sont déconnectées des marchés de capitaux. Je pense notamment au circuit du trésor qui était en vigueur de 1947 à 67 et qui permettait, disons par des biais d'obligations, d'alimenter en continu le trésor public dès lors que les collectivités locales, la Caisse des dépôts, les caisses d'épargne et les entreprises publiques et semi-publiques avaient d'une part l'obligation d'avoir un plancher de détention de bons du Trésor et d'autre part avaient un système d'alimentation de la dette à vue puisque le Trésor pouvait se servir dans leurs dépôts de manière occasionnelle. Et donc un système qui était un système véritablement anti-dette, mais à condition d'avoir une régulation extrêmement stricte des acteurs financiers sur laquelle je serais très intéressé de vous entendre. Merci. C'est d'ailleurs aussi ce qu'a fait la Banque centrale européenne récemment avec une dette qui n'est plus sur les marchés, mais qui aujourd'hui est possédée par les différentes banques centrales. À vous, Monsieur Martin. Attendez, je vous donne le micro parce que le président ne peut pas, mais moi je peux. Vous avez la parole. Je suis pas chez moi, quoi. Voilà. Mais allez-y. Mais j'allais exactement, on est d'accord, rappeler en effet que la BCE a racheté massivement des dettes publiques. Aujourd'hui, je crois que c'est 25% de la dette publique française qui est détenue. Alors attention, 80% par la Banque de France, donc ça reste une institution française, et 20% au niveau de la BCE dans son ensemble. Donc dans une certaine mesure, nous sommes déjà dans une situation, je ne sais pas si c'est celle que vous appelez de vos voeux, mais qui court-circuite en effet les marchés financiers pour une partie du financement de la dette. Alors attention, vous voyez bien que dans une situation de remontée de l'inflation, cette création de liquidité, parce qu'à la fin, c'est la création de liquidité, et d'ailleurs c'était le cas aussi auparavant. Donc cette création de liquidité assez massive, je vous rappelle, dont l'objectif, c'était de faire remonter l'inflation, puisque au moment de ce qu'on a appelé le quantitative easing, c'est-à-dire des rachats de dettes publiques massifs par la Banque centrale européenne et les différentes banques nationales en Europe, l'objectif était de faire remonter l'inflation en augmentant le montant de liquidité dans l'économie européenne. Je ne pense pas d'ailleurs que la remontée de l'inflation récente soit fortement liée d'ailleurs à ces achats massifs de dettes. Mais on n'est pas dans une situation aujourd'hui où l'objectif est d'augmenter l'inflation. Donc on va être plutôt dans une situation où on ne peut pas se plaindre à la fois que l'inflation est trop élevée et dire mais il faudrait que les banques centrales rachètent encore plus massivement de la dette publique. Il faut choisir. Et donc, comme souvent en économie, il va y avoir un arbitrage. Et l'arbitrage, puisque le mandat de la Banque centrale européenne, c'est en effet de contrôler l'inflation, c'est en effet qu'elle va plutôt réduire ses achats de dette publique. Et donc, en effet, on va être dans une situation où on va s'endetter davantage auprès des marchés financiers. Même si je vous rappelle que la Banque centrale européenne n'achetait pas directement de la dette publique, hein, c'était sur les marchés secondaires, mais ce qui n'est pas très très différent quand même. Alors, je n'ai peut-être pas complètement compris votre question, mais si j'interprète votre question en disant mais finalement, ce n'est pas une très bonne chose que l'État français s'endette à hauteur de 5%, hein, puisque c'est à peu près le déficit public aujourd'hui de la France auprès des marchés financiers. Alors, je vous rappelle quand même qu'une grosse partie de la dette publique, en effet, elle est détenue par
des investisseurs étrangers, mais elle est aussi indirectement détenue par beaucoup de Français, d'épargnants. Et donc, ça ne passe pas entièrement par... Enfin, à la fin, ce qui compte, c'est qu'un certain nombre d'entre nous, ici, en particulier via l'assurance vie, on détient de la dette publique française. Si vous dites c'est pas une bonne chose que l'État français s'endette et donc soit en partie, et c'est vrai, dépendant de cet endettement, si on arrête de s'endetter, on passe de 5% à 0% de déficit, donc on arrête de s'endetter, c'est ce que vous semblez préconiser, je peux vous dire qu'on aura une récession gigantesque. Enfin, je veux dire, faire de 5% à 0, d'arrêter de s'endetter, c'est une récession gigantesque. Je ne pense pas que ce soit ça que vous préconisez. Mais donc, ce que vous soulignez, c'est qu'en effet, l'État français aujourd'hui a besoin de s'endetter pour financer son déficit, ce qui pose un problème en termes de soutenabilité de la dette. Et le financement monétaire, qui était en effet une manière de faire dans les années 50-60, a été en partie utilisé, quand même assez massivement. Je ne pense pas qu'il soit utilisable et que ce soit sain de l'utiliser de manière pérenne, à long terme, pour financer la dette publique française. Donc oui, nous avons besoin d'épargnants, à la fois au niveau français et au niveau international, pour financer notre déficit. Et ce que ça signifie, c'est qu'il faut en effet montrer à ces épargnants que notre dette est soutenable et que donc nous sommes en capacité de rembourser cette dette. Je ne suis pas certain que ça nous mette dans une position qui soit où on soit obligé d'être complètement dépendant des marchés financiers. Ce que ça signifie, c'est qu'en effet, il faut montrer que notre dette est soutenable. Et quel que soit le mode de financement de la dette, je pense que de toute façon, c'est une nécessité de montrer en effet que notre dette est soutenable. Donc, je pense que quel que soit le mode de financement, que ce soit les banques centrales, que ce soit les épargnants français ou les épargnants étrangers, je pense qu'il est légitime qu'on montre à ces épargnants qui détiennent cette dette qu'en effet, nous serons en capacité de la rembourser, de rembourser le principal et les intérêts. Monsieur Martin, donc, avant de vous libérer, j'ai Madame Louwagie qui est assise, mais qui piétine pour avoir une réponse. Parce qu'il semblerait que vous n'ayez pas répondu à sa question. Donc, je lui donne quelques secondes la parole pour qu'elle puisse vous rappeler sa question. Mais elle tient absolument à avoir sa... Oui, Madame Louwagie. La présidente, oui, ma question, je la reformule. Est-ce que vous êtes un adepte d'avoir un budget unique de recettes plutôt que d'avoir un budget recettes dans la loi de finances et un budget recettes dans la loi de finances sécurité sociale, et donc un débat parlementaire unique sur le volet recettes? Ouais, la question est claire, Monsieur Martin. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis macroéconomiste et pas un expert des finances publiques, donc je vais être prudent sur la réponse. Moi, il me semble que avoir des débats qui sont différents me paraît peut-être d'un point de vue économique et d'un point de vue social plus légitime. Mais très franchement, vous voyez, encore une fois, je ne suis pas un expert en particulier de vos travaux parlementaires. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais de l'extérieur, en tant qu'économiste, j'aurais l'impression qu'il est bon d'avoir des discussions qui peuvent potentiellement sont différentes. Très bien, merci bien Monsieur Martin. Je remercie bien sûr à la fois le président de la commission finances ainsi que tous les commissaires pour leur présence et leur participation active. Quant à nous, mes chers collègues de la Commission des affaires sociales, petit rappel, on n'a pas fini nos travaux de la journée, on se retrouve à 16h, j'ai bien dit 16h et pas 15h, dans la perspective du prochain examen du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. La présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes nous présentera les rapports sur la certification des comptes de la sécurité sociale pour 2022 et sur le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Vaste sujet, voilà.
Donc, encore une fois, merci, Monsieur le Président. Vous souhaitez dire un mot? Non, juste à nos collègues qu'on migre, nous, pour 10h30 pour l'examen du projet de loi de règlement du budget dans notre salle d'origine. Merci, Madame la Présidente, de votre accueil. Je vous en prie, bien, bons travaux.